Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. VIH-Sida, comment s'effectue la prise en charge de malades? Sur le thème du grand dialogue de ce soir, le taux de prévalence de VIH-Sida est passé de 1,7% à 1,1% ces dernières années au Mali, selon Arcade Sida. Y a-t-il assez de centres de dépistage à travers le pays? Où en sommes-nous avec la recherche du vaccin? Quelles sont les actions en cours pour lutter contre le VIH-Sida? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nos invités, Dr Sibi Sidi, chargé de projet à l'association Kenedougou Solidarité, qui intervient dans la lutte contre les IST, le VIH et le SIDA. Haïdara Fatouma Diara, présidente du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Bassirou Diallo, conseiller en mobilisation communautaire à ONISIDA. Je suis Imrana Kiloumaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Bassirou, quelle est aujourd'hui l'ampleur du VIH-Sida au Mali? Ok, merci Ibrahima. Je voudrais, à l'entame de mes propos, m'incliner sur tous ceux qui ont perdu la vie à cause de cette maladie, qui depuis environ 40 ans, nous sommes en train de lutter contre cette maladie. Je voudrais juste, avant de venir à votre question, rectifier quelque chose que vous avez dit en introduction. Quand vous avez dit que la prévalence, nous avons constaté une diminution de la prévalence passant de 1,7% à 1,1% au Mali, selon Arcade Sida. Tout à fait. Je voudrais juste corriger pour dire que c'est selon l'EDS, l'enquête démographique et de santé du Mali, qui s'est fait chaque 5 ans. Et la dernière enquête démographique et de santé du Mali date de 2012-2013, qui prend en compte la prévalence du VIH. Sinon, il y a eu une nouvelle enquête démographique et de santé en 2018, mais cette dernière n'a pas pris en compte la prévalence du VIH. Ce qui fait que la prévalence du VIH que nous avons et que nous communiquons à présent au Mali date de 2013. Et quel est celui d'aujourd'hui? Oui, c'est ce que je dis. La prévalence, c'est ça. Maintenant, on n'a pas aujourd'hui les moyens, parce qu'on profitait de la réalisation de l'enquête démographique et de santé pour faire la prévalence du VIH. Depuis un certain temps, les spécialistes, les grands spécialistes ont dit que quand la prévalence est relativement faible dans certains pays, il n'y a pas une importance d'associer cela à l'enquête démographique et de santé. Ce qui fait qu'on a été obligé d'enlever cela de l'enquête démographique et de santé. Et du coup, ça nous handicape pour avoir des données actualisées. Mais ceci dit, il y a un outil que l'ONISIDA a, qu'on appelle le Spectrum, et qui fait des projections annuelles. Nous venons juste de finir le travail pour faire des projections. Et donc, Spectrum, on a les dernières données de Spectrum. Quand on se réfère des dernières données de Spectrum sur, au Mali, sur cette année 2021, la prévalence tourne autour de 0,9%, selon Spectrum. Ça, c'est important, la source, il faut toujours mentionner cela. Maintenant, quand j'utilise la même source d'information, comme la question était de savoir la situation, la même source nous dit qu'aujourd'hui, on estime à environ 110 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Mali. 110 000. 110 000. Et malheureusement, sur l'ensemble du pays? Sur l'ensemble du pays. 110 000. Et les 110 000 n'ont pas été testés. Comme je l'ai dit, c'est un outil qui permet de faire de la projection. Donc, sur les 110 000, il y a environ 54% qui ont été testés et qui savent qu'ils sont infectés par le VIH. Ce qui sous-entend qu'il y a encore 48% qui sont dans la nature, qui n'ont pas été dépistés. Et notre défi aujourd'hui, c'est d'aller chercher ces 48% et de les mettre sous traitement antirétroviral. Donc, il y a parmi les 52% qui ont, disons parmi les 110, je disais que 54% ont été testés, mais nous avons aussi réussi à mettre 52% sous traitement antirétroviral au Mali ici. Ce qui montre que nous savons, une fois la personne traitée, nous savons le mettre sous traitement antirétroviral. Ça, c'est un acquis pour nos programmes. Mais malheureusement, le défi maintenant, c'est
aller chercher pour dépister le maximum de personnes. Donc, en gros, juste pour ne pas trop monopoliser la parole, je voudrais juste camper le décor à travers ces quelques chiffres qui permettent de donner une... Alors, quelles sont les zones les plus touchées par rapport à ce phénomène? Les zones les plus touchées par rapport à ce phénomène, je vous juste quelques données aussi qui sont très intéressantes par rapport au récent spectrum. Le récent spectrum nous dit qu'au Mali, on a un peu plus de 5 000 nouvelles infections en 2020. Sur l'année 2020, on a eu environ, plus précisément, 5100 nouvelles infections sur la seule année de 2020. Et on a eu pendant la même période 4600 décès liés au sida. Donc voici un peu la situation. Maintenant, parlant des régions, le district de Bamako reste encore la zone la plus touchée. Et ensuite vient la région de Ségou. Et Koulikoro, Kaï suivent après. Et Sikasso? Sikasso vient paradoxalement un peu après Ségou, Koulikoro, Kaï. Sikasso vient. Si on se réfère toujours à la source que je suis en train de vous dire, c'est la source qui a fait l'étude de la séroprévalence au Mali en 2013, l'EDS. Docteur Sibi Sidi, vous êtes à Sikasso. Dites-nous, aujourd'hui, il dit qu'en 2020, il y a eu 406 personnes qui sont décédées de suite du sida et 5000 nouvelles infections en 2020. Est-ce que vous avez une idée de ces chiffres? Vous qui intervenez dans le domaine du sida? Oui, bonsoir d'abord. Bonsoir. Oui, je remercie le sujet Tamani de nous avoir associés à ces échanges portant sur le VIH-Sida. Du coup, je remercie Dr Bachirou Diallo, qui est un de nos aînés et un de nos partenaires techniques. Par rapport aux chiffres que Dr Bachirou vient d'annoncer, je confirme, mais il faut aussi savoir quels sont les facteurs liés à ces nouvelles infections, mais aussi les cas de décès. Vous savez, malgré l'appui des partenaires techniques, malgré les activités d'information, de sensibilisation auprès de la population, donc le constat est que sur nos sites de prise en charge, nous continuons à avoir des patients qui viennent à un stade, je dirais, phase sida. C'est là le gros souci, parce qu'avec le traitement arrivé actuel, une personne qui est dépistée, qui est prise en charge, vraiment l'expérience de vie est égale à la population normale. Mais du fait que nous recevons les patients à un stade avancé, donc il faut s'atteler à cette prise en charge. Donc cette phase sida qui témoigne l'apparition des infections opportunistes majeures, comme en tête la tuberculose, la toxoplasmose cérébrale et autres. Donc la prise en charge est délicate. Donc ce qui amène vraiment à un taux de décès élevé de ces patients. Est-ce à dire, quand vous dites la situation est inquiétante, est-ce que la situation est-elle inquiétante dans la région de Sikasso aujourd'hui? Je m'en vais juste vous donner quelques chiffres. Allez-y. Pour qu'on ait au moins une petite idée par rapport aux nouvelles infections. Rien que le mois de novembre. 2021? Oui, rien qu'au mois de novembre, du 1er au 30 novembre, au CERCES de Sikasso, c'est le centre de référence clinique sur la de Sikasso, parmi les personnes dépistées, nous avons eu 18 cas de positivité. Hommes et femmes confondus. Vous imaginez en un seul mois 18 cas de positivité. Au moins un cas positif tous les 2 jours presque. Donc nous avons mis 16 sous traitement arrivés. Donc c'est vous dire que dans la région de Sikasso, qui est une région frontalière, même si la séroprévalence par région, nous sommes un peu en deçà par rapport à certaines régions, c'est dire que effectivement, surtout avec l'avènement du Covid qui a occulté vraiment cette activité de sensibilisation
sur le VIH. Donc, nous continuons à avoir des cas de positivité liés au VIH. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un signe d'alarme au niveau de la région et nous avons pour cela besoin de l'appui des partenaires, de l'appui du gouvernement pour au moins diminuer ces nouvelles infections. C'est à ça que nous pouvons aller vers l'élimination. D'accord. Okay. Madame, vous êtes présidente de l'association des personnes vivant avec le VIH-Sida. Comment se sentent les personnes qui portent cette maladie? Allez-y. La stigmatisation persiste malgré les progrès réalisés, alors que la prise des ARV impacte la transmission du VIH. Vous vous sentez comment avec la société? C'est pourquoi je parle de la stigmatisation. Vous êtes trop stigmatisé. Ça persiste malgré les progrès réalisés, alors qu'en prenant les ARV, tout le monde sait que le virus diminue. Si possible, ça se rétracte. Vous êtes marginalisé. Est-ce que la population comprenne vos situations pour pouvoir vous traiter ainsi? C'est là où le bas blesse, d'autant plus que... Et ils ne le savent pas. Nous comprenons déjà que si nous prenons les ARV, la maladie, on ne peut plus le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi stigmatiser? Alors, madame parle de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Comment aujourd'hui ces personnes-là sont stigmatisées dans la société malienne? Oui. Avant de venir sur la stigmatisation, je voudrais juste mettre l'accent sur quelque chose qui a été dit par Dr Sibi. Quand vous suivez Dr Sibi, surtout quand vous analysez les chiffres que moi j'ai donnés et que quand vous suivez ce que Dr Sibi dit, le problème fondamental aujourd'hui que nous avons, la difficulté majeure que nous avons aujourd'hui au Mali, c'est aller vers le dépistage. Mais vous constatez, sur le seul mois de novembre, ils ont dépisté 18, ils ont réussi à mettre 16 sous traitement antirétroviral. Ça veut dire qu'une fois qu'on a en mesure, on arrive à dépister, le traitement suit et on est très bon en matière de traitement. Mais aujourd'hui, notre défi aujourd'hui, comment faire en sorte que les plus de 40 000 personnes vivant avec le VIH qui restent dans la nature, qui ne se savent même pas infectés par le VIH, comment aller les chercher? C'est là-bas où la stigmatisation rentre en jeu. Parce qu'effectivement, la stigmatisation fait aujourd'hui que même faire le pas pour aller vers le dépistage, on se pose la question, si je deviens positif, quel sera le regard sur moi? Quel sera le regard de la société? Quel sera le regard de mon mari? Quel sera le regard de mes enfants? Comment est-ce qu'on va regarder mes enfants dans la rue? Voici le vécu quotidien de ceux qui vivent avec le VIH. Ce qui fait que, ce qu'elle a dit, moi, avant d'arriver à l'ONU-SIDA, j'ai fait de la prise en charge, donc je connais ces réalités-là. On a souvent des malades qui sont même totalement abandonnés par la famille, et ce sont ces associatifs-là qui les récupèrent, qui les amènent au niveau de leur siège pour leur donner à manger, pour leur donner... Moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Quand j'étais médecin coordinateur du CESAC de Mopti, je m'occupais de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. À l'époque, les antirétroviraux n'étaient même pas décentralisés dans toutes les régions du Mali. Je me débrouillais pour avoir les antirétroviraux à partir de Mopti. J'ai une dame que je suivais, que nous avons envoyée à Bamako pour accéder au traitement antirétroviral. Malheureusement, cette dame est décédée ici à Bamako. Je suis allé informer la famille à Mopti. La famille m'a dit, débrouille-toi avec le corps. J'ai pris le véhicule, je suis venu à Bamako chercher le corps. On est allé voir une mosquée je pense de Daouda Bougou, quel quartier, je ne me rappelle plus exactement parce que ça fait environ 20 ans maintenant. On est allé voir, on s'est adressé à ceci. Mais je vous dis, j'ai participé à toutes les étapes de la gestion de ce corps. C'est la première fois de ma vie où j'ai aidé le manœuvre pour ensevelir cette dame-là dans son linceul. Imaginez, parce qu'elle a été totalement abandonnée. Et malheureusement, c'est fait il y a 20 ans, mais malheureusement, cette réalité continue encore.
en termes de stigmatisation. Donc, et malheureusement, tant que nous resterons dans la stigmatisation, nous n'allons pas vaincre le sida. Parce que les gens n'auront pas le courage d'aller se faire dépister. Et tant que les gens ne se feront pas dépister, la chaîne de transmission va continuer. Et c'est cela le défi aujourd'hui. Comment faire pour rompre cette chaîne de cette transmission? D'accord. Docteur Sibi, dites-nous comment faire pour que les personnes vivant avec le VIH-Sida soient acceptées par tous? Ok. Moi, je pense que c'est une très très bonne question. Je vous dis d'abord, il faut déconstruire cette représentation au niveau même d'abord des personnels sanitaires. Ça, c'est un aspect très, très important. Vous savez, la réalité est souvent amère. Souvent, le personnel sanitaire est la première personne stigmatisante par rapport à une personne vivant avec le VIH. Donc, il faut une information, il faut une sensibilisation auprès des prestataires, même si cela n'est pas général, d'ordre général. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, ça, c'est la sensibilisation de la société civile. C'est vous dire, entre guillemets, que sur la nouvelle subvention du Fonds mondial, donc le CERCES est partenaire de mise en œuvre d'Arcade Santé Plus. Donc, de début de janvier à maintenant, nous avons organisé 3 ateliers spécifiquement auprès des leaders au sein de la communauté. Il s'agit des leaders religieux, il s'agit des promotions de femmes, des jeunes, des tradithérapeutes, de la société civile, etc. Donc, c'était des thèmes qui étaient basés uniquement sur la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH et atteintes de tuberculose. Donc, c'était pour les amener à prendre conscience des conséquences de ce rejet. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos papas, ce sont nos mamans. Et je confirme ce que le Dr Bassirou a annoncé. Aujourd'hui, quand vous dépistez une femme, surtout les femmes, quand vous dépistez une femme, vous vous entretenez avec lui. Il est du devoir du prestataire de lui dire que pour votre prise en charge, il serait mieux de partager votre statut à une personne de confiance. Il serait mieux de partager votre statut avec votre épouse ou bien votre époux. Mais la réponse dans 99% des cas, quand je le dis, c'est le divorce. Quand je le dis, on va dire que c'est moi qui ai amené la maladie dans la famille. Quand je le dis, tout mon entourage saura que je porte cette maladie. Et voilà, cette personne est obligée de vivre avec ce lourd fardeau pendant des dizaines d'années. Vous vous imaginez ce que ça fait? Porter ce lourd fardeau. Vous avez parlé des campagnes de sensibilisation. Dites-nous, quel a été l'impact de ces campagnes de sensibilisation sur les personnes qui ont été sensibilisées? Vous savez, quand on organise de tels ateliers de sensibilisation, il faut du temps pour pouvoir sentir les effets. Ça, c'est un aspect important. Mais ce que j'ai dit par rapport à ça... Le VIH-Sida n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, et pourtant la discrimination et la stigmatisation, ça continue. Aujourd'hui, une personne qui est atteinte d'hypertension artérielle, de diabète, il est capable de dire à sa femme, à son mari, à son ami, à n'importe qui, je suis hypertendu, je suis diabétique, je suis ceci, je suis cela. Mais une personne vivante avec le VIH n'est pas capable de dire à l'autre j'ai cette maladie. Et pourquoi? Mais est-ce que les canaux de sensibilisation que vous choisissez sont les bons canaux? C'est ce que je vous dis. Les bons canaux, ça ne peut pas être au-delà de la société civile. Ça ne peut pas être au-delà des familles. Ça ne peut pas être au-delà des amis. Mais malgré, comme l'a dit Bassirou, mais malgré, ça persiste. Donc, il faut trouver le problème. La mentalité de la population par rapport à cette maladie. C'est ce que j'ai dit. Il faut déconstruire cette représentation de la population par rapport au VIH. C'est le gros souci. D'accord. Et c'est le problème, c'est là réside le problème. D'accord. Bassirou veut rebondir sur ce que vous venez de dire, Alain. Oui, je voudrais juste schématiser un peu la stigmatisation. Elle commence déjà, avant même d'aller aux personnes vivant avec le VIH, la stigmatisation commence déjà d'abord à l'endroit des acteurs de la lutte contre le sida.
Ah, votre affaire, c'est votre affaire, c'est votre affaire. Nous tous, on a été stigmatisés comme ça. Ça commence par ça. Donc, du coup, ça devrait être une lutte populaire. Chacun peut apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Vous êtes en train d'organiser ce débat aujourd'hui. Et ça va contribuer à éclairer l'opinion nationale, voire au-delà du Mali. Mais malheureusement, il ne faudra pas que de tels débats s'arrêtent seulement au 1er décembre. Ça doit être continu. Mais est-ce qu'au départ, les acteurs ne se sont pas familiarisés de la lutte, dire que c'est la lutte pour avoir comme disent les gens, pour avoir de pognon? C'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens ont toujours pensé, que quand vous êtes dans la lutte contre le sida, vous vous faites de l'argent. C'est ce que les gens ont toujours pensé. Sauf que malheureusement, ce n'est pas vrai. Mais est-ce que c'est pas, on n'a pas vu ça sur vous les acteurs? Non, moi je dirais non, parce que je suis dans cette lutte maintenant, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années au Mali et à l'extérieur. Je travaille à l'international. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans cette lutte au Mali. Je sais, j'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir parler de la lutte contre le sida au Mali. J'ai dit, depuis les premières heures de la lutte contre la... C'est vrai, la communication n'a pas été bonne peut-être au tout début. Au tout début, on a même voulu aussi... La maladie a été stigmatisée. Même nous, communicateurs, disons, nous, acteurs de la lutte contre le sida, nous avons montré sida égale mort. Donc ça a amené les gens à avoir peur de la maladie, à être réfractaires par rapport aux réalités de cette maladie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque aussi, on disposait presque pas de quelque chose pour faire face à la maladie. Moi, je me rappelle, vers les années 2000, quand je m'occupais des personnes vivant avec le VIH, mon petit, je disais, mon seul médicament, c'était le cotrimoxazole plus ma parole. Il fallait, on les accompagnait comme ça jusqu'à la mort. On n'avait pas autre solution. Mais les choses ont changé. Et cela doit être su par la population. Les choses ont fondamentalement changé. Mais qu'est-ce qui fait que les gens croient plus, même aujourd'hui, à la Covid qu'au sida? C'est aussi simple que ça. Quelles sont les voies de transmission du sida? Disons du VIH. Quelles sont les voies de transmission du VIH? Il y a le sexe. Et le sexe, il est tabou. Covid, il n'y a pas de sexe dedans. Donc, on est à l'aise de parler Covid, on est à l'aise de parler de ça. C'est le fait que l'une des voies de transmission du VIH est la voie sexuelle, qui, dans nos milieux, dans nos cultures, est considérée comme un sujet tabou. C'est difficile d'en parler. Voici un peu l'une des raisons qui fait qu'effectivement, parler du sida. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, j'ai le sida, la première chose qui taraude dans la tête, dans l'esprit de cette personne, peut-être qu'il a chopé quelque part, je m'excuse d'utiliser cette expression sur le plateau, mais peut-être qu'il a chopé quelque part. D'accord. Madame, tout à l'heure, vous avez dit que vous prenez des antiviraux qui vous permettent de ne pas transmettre le VIH-Sida à d'autres personnes. Est-ce que ces antiviraux sont accessibles à tous? Si les antirétroviraux sont accessibles dans tous les sites de prise en charge, vous n'avez pas de difficultés? Il suffit que vous acceptez votre statut sérologique et allez prendre vos antirétroviraux. Actuellement, c'est trimestriellement et que vous les consommez à l'heure. C'est payant? Non, ce n'est pas payant. Vous ne payez pas? On ne le paye pas. Rien? Absolument rien. Que ce soit les bilans biologiques, les antirétroviraux, tout est pris en charge par notre État et ses partenaires, évidemment. Est-ce que vous prenez tout le temps? Nous avons chacun des heures de prise. Chacun a ses heures de prise des antirétroviraux. Et tous ceux qui portent cette maladie prennent ça? Ce que vous connaissez? Si vous voulez vivre avec le VIH, il faut le prendre. D'accord. Comme on l'a dit, et comment expliquer le fait que jusqu'à ce jour, les gens, il y a des gens qui, jusqu'à présent, appellent à prendre les antirétroviraux selon les données? Oui, en fait, si vous avez, je reviens encore sur les mêmes chiffres. Si vous suivez ces chiffres-là et vous analysez les chiffres, notre problème n'est pas la prise du traitement antirétroviral. C'est vrai, on en perd un peu en cours de route. On en perd un peu en cours de route. Mais la réalité, notre problème fondamental d'abord, c'est le dépistage. Comment faire en sorte qu'on puisse dépister, que les gens puissent connaître leur statut sérologique et l'accepter. Maintenant,
Parce que le pays a fait des progrès énormes en matière de décentralisation de la prise en charge. On doit avoir le courage de le dire. Le Mali a fait moi, certes, je suis sur ce plateau en tant que partenaire, mais je connais ce qui s'est fait au Mali. Le Mali a fait des progrès énormes. Le Mali a fait des progrès énormes. Moi, je me rappelle, je l'ai dit, en 2000, il n'y avait pas de site de prise en charge, presque à part Bamako. Et à Bamako, c'était seulement trois zones. Césac, Poingé, Gabriel Touré. Tu avais le VIH, tu ne pouvais pas te traiter au Mali si tu ne te rendais pas dans l'un de ces 3 sites. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un district sanitaire au Mali où le traitement antirétroviral n'est pas disponible. On a même commencé à l'amener au niveau de certains CESCOM. Donc, des efforts ont été faits. Et comme elle a dit, c'est gratuit. Et ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est vrai, les problèmes de rupture et autres, on en parlait souvent, mais ça fait quelques années aujourd'hui que le Mali n'a pas de rupture de médicaments de traitement antirétroviral. Ce qui fait que le médicament est relativement disponible. Maintenant, on a des défis encore à lever par rapport le bilan de suivi. La charge virale et autres, effectivement, nous avons encore d'énormes défis par rapport à cela. Mais par rapport au traitement, à l'accès au traitement antirétroviral, on a fait des efforts. Mais énormes défis existent encore par rapport au suivi de la charge virale. Parce que il ne sert à rien aussi de mettre les gens sous traitement antirétroviral et d'être incapable au bout de la chaîne de dire qu'ils ont une charge virale indétectable. Parce que la condition pour ne plus transmettre la maladie, c'est avoir une charge virale indétectable. Donc notre défi aujourd'hui, c'est d'améliorer cela. Et ça, nous comptons sur vous tous pour que nous puissions l'améliorer. Sinon, sincèrement, nous savons traiter. Docteur Sibi, Bachirou parlait tout à l'heure de dépistage. Est-ce qu'il y a assez de centres de dépistage au Mali? Oui, de nos jours, comme il l'a si bien dit, et tous les sites de prise en charge, au niveau de tous les sites de prise en charge, le dépistage est effectué. Le dépistage est effectué même au niveau des CSCOM. Est-ce que ce dépistage-là est gratuit? Le dépistage est gratuit. Oui. Le dépistage du VIH n'a jamais été payant au Mali. C'est toujours gratuit. L'accès au dépistage est gratuit. L'accès au traitement arrivé est gratuit. Et la prise en charge des infections opportunistes chez les personnes vivantes avec le VIH est gratuite. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour confirmer les propos du Dr Diallo que l'État a vraiment consenti des efforts énormes à ces côtés-là. Parmi ces efforts, depuis plusieurs années, les autorités essayent d'avoir des vaccins contre le VIH-Sida. Est-ce qu'aujourd'hui, où en est-on avec la recherche de ces vaccins-là? Ok, donc je pense que je vais laisser cette question à mon aîné Bassirou, s'il a des informations par rapport à ça, parce que à ce que je peux dire, par rapport aux innovations, par rapport au traitement, je sais quand même qu'on tend à aller vers des prises uniques tous les 6 mois ou bien même faire une injection pour toute une année. Donc, c'est des études en cours, donc qui ne sont pas encore terminées. Mais par rapport au vaccin, je vais laisser ça à mon aîné Bassirou d'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Allez, Bassirou, des éléments de réponse par rapport au vaccin? Par rapport au vaccin, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, il n'y a pas de vaccin contre le sida. Il n'y a pas de vaccin. Mais la recherche continue? La recherche continue, mais il n'y a pas de vaccin. Ça, c'est le message clé. Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui explique que depuis des années, on est à la recherche de vaccins, mais on n'arrive pas? Le virus, il mute. Vous êtes en train de vivre le même phénomène avec Covid maintenant. Mais le Covid, il y a je vais vous expliquer de façon simple. Je ne suis pas un virologue. Je ne vais pas rentrer même dans les grandes théories. Mais de façon simple, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Allez-y. Le Covid, c'est que vous oubliez, le Covid a bénéficié des progrès de la science. Les recherches qui avaient été faites depuis des années ont contribué à accélérer le fait qu'on ait un vaccin contre la Covid. Et le VIH n'a pas bénéficié de ça? Non. Le VIH, comme je l'ai dit, le virus, il y a une mutation
Le virus change progressivement. Quand vous prenez, comme j'aime souvent caricaturer les choses, quand le virus il se présente comme ça, on a fait les études pour dire, ah ok, il est comme ça, il rentre par ça. On a tout analysé, on prépare, avant de finir, il y a une mutation. Donc aujourd'hui, si le phénomène que vous êtes en train, qu'on est en train de vivre avec Covid exactement, c'est ce phénomène que nous vivons avec le sida. Mais sauf que la particularité du Covid est que les gens étaient déjà avancés dans les recherches. Donc le vaccin est sorti avant que les mutants ne commencent à être très fréquents. Aujourd'hui, malheureusement, les mutants commencent à être très fréquents. Vous voyez, qu'est-ce qu'on nous dit? Deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, peut-être éventuellement on va arriver à cela. Gérer les virus, c'est connu mondialement, c'est problématique. C'est problématique, ça c'est gérer les virus. Donc, comme je l'ai dit, la science avait fait des progrès énormes. Donc, on a réussi à sortir le vaccin avant la multiplication des variants. Maintenant que les variants commencent à se multiplier, maintenant il faut aussi adapter. On adapte le vaccin. Il y a certains qui revoient leur vaccin pour voir, ah oui, c'est adapté, oui, notre vaccin est toujours efficace contre tel variant, notre vaccin n'est pas efficace contre tel variant, il faut faire une deuxième dose, une troisième dose, ainsi de suite. Donc voici la problématique d'un traitement, d'un vaccin contre un virus. Le virus, il est mutant. Il mute facilement. Et malheureusement, le temps, comme la science n'était pas aussi développée depuis la découverte du VIH, le VIH a eu le temps de se muter suffisamment parce que la recherche n'était pas aussi avancée à cette période-là. Dans votre introductif, vous avez parlé du taux de prévalence qui est à 0,09% selon Spectrum. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique cette baisse du taux de prévalence au Mali? La baisse du taux de prévalence s'explique par les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le sida. C'est juste comme une balance. Plus vous enlevez le poids d'un côté, et ça descend de l'autre côté. Si nous ne sommes pas performants sur le terrain, l'infection va continuer de s'enflammer. Mais plus nous sommes bons sur le terrain, l'infection diminue. Donc, il y a aussi, malheureusement, on a souvent tendance à parler beaucoup plus de ce qui est négatif, ce qui ne marche pas. Mais il y a de très bonnes choses. Je vous disais aujourd'hui, il y a 50... C'est l'effet des antirétroviraux? Bien sûr, bien sûr. En fait, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être un des messages clés que vous devriez retenir, même si vous oubliez tout ce que je suis en train de dire lors de cette discussion. C'est qu'aujourd'hui, il est scientifiquement démontré qu'une personne vivant avec le VIH, qui prend son traitement correctement et qui fait la charge virale est indétectable, cette personne ne transmet plus la maladie. Ce n'est pas pour rien que l'ONU-SIDA a engagé le monde pour aller vers l'élimination du sida à l'horizon 2030. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons de tout. La technologie, l'outil, tout ce qu'il faut pour aller vers l'élimination. Il suffit juste de dépister tout le monde et tous ceux qui seront positifs de les mettre sous traitement antirétroviral, on rompt la chaîne de transmission. Si la chaîne de transmission est rompue, il n'y aura pas de nouvelles infections. Donc on aurait fini avec le sida. Parce que les gens étant sous traitement antirétroviral, ils ne vont pas développer la maladie, donc il n'y aura plus de sida. Voici des façons schématiquées. Donc du coup, plus on arrive à dépister et mettre les gens sous traitement, mieux on diminue la prévalence, on diminue les nouvelles infections. Je ne dirais pas la prévalence parce qu'il y a une différence entre la prévalence aussi et on diminue l'incidence. L'incidence, ce sont les nouvelles infections, mais la prévalence, c'est les nouvelles infections plus anciennes infections. Comme ceux qui sont mis sous traitement vont rester en vie, donc la prévalence va rester un peu stationnaire. Donc même si on arrive à mettre tout le monde sous traitement antirétroviral, la prévalence, on va avoir des prévalences encore parce que les gens vivant avec le VIH vont continuer à circuler. Mais par contre, les nouvelles infections, on va les mettre le compteur à zéro. Madame, vous avez parlé tout à l'heure de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Quel regard souhaitez-vous que la société porte sur vous? Qu'on vous regarde comment? Bon, qu'on nous regarde comme n'importe qui. D'autant plus que nous venons également de cette société. Les campagnes de sensibilisation que vous menez, qu'est-ce que vous dites aux gens? Donc, nous parlons des modes de transmission. Et la manière de rester stable et bien dans son corps et dans sa tête quand nous prenons les ARV. Docteur Sidi, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui le Mali dispose de fonds essentiels pour mener à bien la lutte contre le VIH-Sida? Merci pour cette question.
Effectivement, c'est ce que nous avons toujours sollicité. Je ne sais pas si vous avez un peu écouté Dr Dambélé Bintou Keïta lors de son intervention d'hier. C'est ce que nous cherchons. C'est vrai, les partenaires nous apportent ce qu'ils peuvent. Mais il faut aussi que l'État malien mette la main dans la poche. Et aujourd'hui, la prise en charge du VIH au Mali souffre. Souffre parce que, vous imaginez, 90 à 95% du personnel qui travaille dans le domaine du VIH, qui font la prise en charge, ces personnels-là sont payés par le Fonds mondial. Il faut que l'État malien s'acquitte de sa part. Ça, c'est un élément important. Il faut que le budget malien prévoie un quota pour la prise en charge du VIH dans ce pays. Et vraiment, c'est vraiment un peu déplorable, c'est ce qui manque. Il le faut aujourd'hui. On a débloqué des fonds pour le Covid. On a débloqué des stratégies pour le Covid. Et pour le VIH, c'est vrai, des efforts sont en train d'être menés. Mais aujourd'hui, il est essentiel. Est-ce que dans cette lutte, vous, en tant qu'acteur, est-ce que vous n'avez pas baissé les bras? Parce qu'on voit rarement maintenant les activités que mènent les acteurs de lutte contre le VIH-Sida par rapport aux années précédentes. Oui, nous n'avons jamais baissé les bras. En ce sens que de 2010 à aujourd'hui, la séroprévalence a baissé dans ce pays. À ce jour, il y a plus de personnes sous ARV. À ce jour, les personnes dépistées sont mises sous traitement. Le personnel de prise en charge est disponible. Les associations de PVVIH peuvent en témoigner. Vous savez, les campagnes de sensibilisation de masse, c'est très important. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des couches qu'on appelle des populations clés où la séroprévalence du VIH est 3 à 4 fois beaucoup plus élevée que dans la population générale. Il faut qu'il y ait des actions vers ces cibles pour que nous puissions réduire encore de plus les nouvelles infections. D'accord. Docteur... Ce n'est pas seulement les campagnes, ce n'est pas seulement les informations, mais il faut aller là où il faut trouver le VIH. Bassirou, quelles sont les actions en cours pour lutter contre le VIH-Sida? Moi, avant de venir, je voulais juste mettre un petit bémol par rapport à l'aspect du financement, parce que ça dépend de comment on regarde. Peut-être, certes, quand on prend le cadre stratégique national, on n'a pas pu surmobiliser le budget qu'il faut pour mettre en œuvre l'ensemble des activités du cadre stratégique national. Mais le Mali... est-ce que les actions sont coordonnées? Il y a beaucoup d'organisations de lutte contre le VIH. Écoutez, vous allez comprendre tout de suite. Mais par contre, quand on prend la masse d'argent qui vient pour la lutte contre le sida, et ça, je vais vous surprendre, nous, on n'est pas capable d'utiliser ce qui vient. Et pourquoi? Ça, je ne sais pas trop. Ces dernières années, nous avons vu. Je vous donne juste à titre d'exemple. Le Fonds mondial met environ un peu plus de 201 millions d'euros dans la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et le renforcement du système de santé au Mali sur les 3 années 2001 à 2023. Et sur ce montant, il y a 61 824 694 francs, et disons, je m'excuse, euros, qui vont dans la lutte contre le sida. Convertissez ça en CFA. Vous allez voir, c'est des centaines de milliards qui vont dans ça. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais faisons en sorte déjà que ces financements que nous avons, que nous puissions bien les utiliser, que nous puissions suffisamment travailler avec cela. En ce moment, peut-être qu'on pourrait demander des trucs. Moi, je pense que l'un des défis aussi du Mali, c'est un peu ça aujourd'hui. Les financements aujourd'hui que nous avons, il faudra que nous arrivions à les utiliser de façon optimale pour que nous puissions atteindre certains objectifs. Malheureusement, si on a... Ça, c'est le montant que je viens de dire. Ça, c'est le montant uniquement du Fonds mondial. Il y a le PEPFAR qui finance.
qui met aussi de l'argent. Il y a l'État malien aussi qui contribue, il faudra qu'on le dise. L'État malien contribue. L'État malien, au niveau du Haut Conseil national de lutte contre le sida, l'État donne de l'argent pour la lutte contre le sida. Je ne saurais vous dire le montant de l'État que l'État met à la disposition, mais voici. Mais ce qui comment dire, le docteur Sibi a dit qui est très intéressant, c'est que quand vous prenez l'architecture du financement de la lutte contre le sida au Mali, sur 100% du financement, au moins environ 80, sinon un peu plus de 80% viennent de l'extérieur. Ça, on ne peut pas continuer. Ça veut dire le jour où l'extérieur va bloquer, il n'y aura plus de prise en charge, il n'y aura plus de traitement au Mali, il n'y aura plus. Et ça, c'est un gros défi. Il faudra qu'on arrive à inverser cette tendance, faire en sorte que ce que l'État met soit plus grand que ce que les partenaires de l'extérieur mettent. D'accord. Madame, est-ce que vous estimez que l'élimination du VIH-Sida est possible au Mali? C'est possible. Si notre État s'y met, tel que Bassirou vient de le dire, tout ce qu'il y a comme fonds dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la majeure partie vient de l'extérieur. Alors que tout le monde sait qu'ils ont commencé à replier. Donc, si l'État s'y met, on pourra dire que les objectifs seront atteints. Bassirou, Sidi, dites-nous, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'élimination du VIH-Sida au Mali? Oui, je suis optimiste en ce sens que si nous mettons l'accent sur le dépistage, aller vers où on peut trouver les cas positifs, les mettre sous traitement, surtout avec le traitement actuel que nous avons associé au dolutegravir, c'est un traitement hyper efficace. Et là, on va rendre la charge virale indétectable. Il y aura moins de nouvelles infections. Donc, moi, je suis optimiste. Malgré les difficultés, moi, je suis optimiste. Avec l'appui des partenaires, moi, je suis optimiste que nous pouvons aller vers l'élimination du VIH-Sida. En 20 secondes, vous êtes optimiste quant à l'élimination? Très optimiste parce que nous avons la connaissance, nous avons les outils qu'il faut pour aller vers l'élimination. Mais juste, il faudra qu'on se mobilise, que ce soit tous les acteurs, chacun à son niveau, que ce soit chez le tailleur, chez le maçon, chez le menuisier, que chacun s'implique et chacun se dise que je peux apporter quelque chose à la lutte contre le sida. Donc moi, je pense que si on arrive à faire cela, c'est sûr et certain, on peut aller vers l'élimination du sida à l'horizon 2030. Et de tels espaces doivent être suffisamment multipliés pour que nous puissions aller vers ça. L'élimination du VIH-Sida est possible si on se mobilise sur ces mots de Bassirou Diallo qui prend fin ce grand dialogue dont le thème était VIH-Sida, comment s'effectue la prise en charge au Mali. Et nous étions avec Dr Sibi Sidi, chargé de projet à l'association Kenedougou Solidarité qui intervient dans la lutte contre les IST, le VIH et le Sida. Madame Haïdara Fatouma Diara, présidente du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida, et Bassirou Diallo, conseiller à mobilisation communautaire à l'ONU-Sida. Je suis Imran Kilo Amega, à la mise en onde et régie vidéo Seydou Adao et Peting Diara. Ce débat a été coordonné par Mohamed Touré. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.